toujours. Bonjour à tous, je suis Simon et je suis avec vous pour vous parler de Jurassic World, le monde d'après, réalisé par Colin Trevorrow. C'est donc le 3e épisode d'une saga de simili-reboot entamée il y a quelques années et évidemment j'attendais ce film avec énormément d'impatience. Pourquoi? Parce que j'ai découvert le premier Jurassic Park, comme pas mal de monde, au cinéma, j'avais 7 ans et demi, ça a donc fondé beaucoup de mon rapport au spectacle, au cinéma, puis une grande partie de mon amour des dinosaures. Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 6 ans et je vais vous parler de mon film préféré qui s'appelle Jurassic World, le monde d'après. C'est un film où il y a plein de dinosaures, il y a des dinosaures partout. C'est un épisode bien particulier parce qu'il nous arrive après Jurassic World Fallen Kingdom qui était réalisé par Juan Antonio Bayona, lequel se concluait, on va dire, sur littéralement la destruction de ce qui avait fait toute la franchise jusqu'à présent pour nous dire maintenant les dinosaures s'échappent, il n'y aura plus de parc et ils vont régner sur le monde. Alors c'est un espèce évidemment de fantasme un peu régressif, un peu enfantin, mais en gros on pouvait se dire à l'issue de ce film, quand bien même il était difficilement crédible que tout d'un coup 20 dinosaures se mettent à changer l'ordre des choses, quand bien même la promesse d'avoir un monde, notre monde, sur lequel régnaient les dinosaures qui allait induire du chaos, c'était quand même une sacrée promesse et on pouvait se dire que au pire du pire, le film serait au moins une espèce de récréation un peu délirante, un peu épaisse, un peu what the fuck, mais très divertissante. Alors autant le dire tout de suite, ce film, ce 3e Jurassic World, c'est le pire de toute la saga, de très loin. C'est un étron sans nom, même pas fossilisé, donc il renarde bien fort. Et c'est très bien parce que y a le tyrannosaure, il y a le giganotosaure, il y a les parasaurolophus, il y a le compsognathus, il y a des allosaures, il y a le carnosaure, il y a plein de vélociraptors, il y a les brachiosaures, il y a les diplodocus, et ils sont trop bien faits. Ils courent et tout, ils font plein de choses. Parce que cette promesse dont je viens de vous parler, elle n'est pas tenue, et elle se transforme même en doigt d'honneur à l'écran, tout simplement parce que tout le scénario ne va avoir qu'un seul et unique but, c'est ramener tous nos personnages à nouveau dans un simili-parc. Alors certes, ce n'est plus une structure qui s'appelle parc, ça n'est pas techniquement un parc de divertissement, mais c'est une enceinte close avec des gens qui peuvent visiter et des dinosaures au milieu. Et véritablement, ça arrive très vite dans le récit. Ce que je veux dire par là, c'est que, oh oui, on a une petite introduction avec un montage alterné où on voit des grosses bébêtes dans le monde des humains. Puis on a un semblant d'intrigue où on voit ce bon Owen, notre endive préféré, le beau Chris Pratt, essayer en gros d'aider les gardes-chasse à gérer un peu la nature alors qu'il y a des dinos partout. Et alors, moi, quand je regardais les 2 films avant, je croyais que Chris Pratt, il était bête. Mais en fait non, quand on regarde là, il est comme les autres personnages. Mais très rapidement, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce et sinon je ne vous spoile rien, il se trouve à avoir des motivations pour aller à la poursuite de grands vilains méchants de la technologie biologique qu'elle est pas bien et qu'elle fait du mal à l'écologie et aux dinosaures, pour aller les chercher, pour aller à leur trousse. Et où est-ce que ça va amener notre héros, puis tous les autres personnages, et il y en a une tête hachée? Eh bien ça va l'emmener dans une enceinte close. C'est-à-dire que le film n'a de cesse de travailler à casser ce qui avait été établi par le précédent et à nous ramener dans l'exacte situation qu'on connaît déjà depuis un gros paquet de longs métrages. Du coup, on a en permanence l'impression que la promesse n'est pas tenue, qu'on s'est fait arnaquer, mais qu'en plus, le but ultime, c'est de nous ramener au point de départ, ce qui n'a aucun sens. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il retourne dans un parc. Comme avant, c'est qu'un parc, un petit parc, c'est trop bien. Il y a des dinosaures, il y a des petites voitures, c'est un parc. C'était la première promesse du film, mais il y en avait également une autre, c'était de donner une place importante au casting du film original de Steven Spielberg, en nous donnant les personnages d'Alan Grant, d'Ellie Sattler, mais également d'Ian Malcolm, en leur donnant une vraie place afin qu'ils redeviennent non plus des petites vignettes qu'on mettait pour faire des clins d'œil aux fans, mais qu'ils redeviennent des protagonistes. Est-ce que cette promesse de les mettre au premier plan est tenue? Eh ben non plus, ça aussi, c'est un échec terrible et tragique. C'est des personnages, ils sont super les personnages, c'est les mêmes que dans les films d'avant, c'est tout pareil, il n'y a rien qu'à changer, c'est tous les mêmes, ils sont vieux et moches, mais sinon c'est pareil. Pour une raison simple, ces personnages ne sont pas dans le film. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a bien effectivement un machin qui s'appelle Alan Grant, une bidule qui s'appelle Ellie Sattler et un truc qui s'appelle Ian Malcolm. Et ils sont effectivement joués par les comédiens originaux. Sauf que ce ne sont plus ces personnages, ce sont de lointains échos de ces protagonistes qu'on a, on va dire, mis dans le formol, qui n'ont plus aucun enjeu, qui n'ont plus aucun conflit entre eux, ou plus exactement, qui rejouent en accéléré tout ce qui était, on va dire, le sel de leur conflit et de leur relation dans le tout premier film. Sauf que le premier film, il a 30 ans, et voir ces personnages qui n'ont manifestement pas du tout évolué, qui en sont à l'exact même stade de leur vie, ça ne nous donne pas l'impression de les retrouver, ça nous donne l'impression de voir un espèce de cosplay géant. Et c'est assez tragique, parce qu'en fait, on en vient à ne plus aimer ces personnages qui deviennent des pantins complètement désincarnés, qui n'ont plus aucune chair, aucune âme, et c'est d'autant plus problématique qu'à côté d'eux, on retrouve la galerie de
portrait qu'on avait déjà dans les 2 précédents longs métrages, qui on va dire, se singularisaient par leur profonde nullité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de charisme, ils n'ont eux non plus pas véritablement d'enjeu à part « je veux être un bon papa, je veux être une bonne maman », ce qui sont dans nos vies à tous, ce qui peuvent être de véritables enjeux, mais qui au cinéma sont un chouïa rebattus quand même, comme manière de motiver des personnages. Bref, on n'a pas de personnages dans ce film, on a une série de vignettes dénuées de toute vie. Quand un film dure plus de 2 heures, c'est compliqué quand même de s'attacher et de suivre des gens dont on se dit « c'est marrant, on dirait des marionnettes » et j'ai vraiment l'impression de voir le bras du marionnettiste tout au fond quand il ouvre la bouche. Je ne dirai pas plus loin dans cette métaphore qui est particulièrement élégante. C'est fou, c'est les mêmes. Ils sont comme avant. Ils font n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est eux. Et alors vous allez me dire « ouais, mais moi je m'en fiche, Jurassic Park, j'y vais pour voir des dinosaures ». Est-ce qu'il y a beaucoup de dinosaures dans ce film? Oui, c'est indiscutable, il y en a plein dans chaque séquence. On pourrait même dire que chaque scène a son dino. Bien sûr, c'est susceptible de satisfaire les gens qui, comme moi, adorent, pour qui c'est une Madeleine de Proust, pour qui c'est tout de suite une retombée dans une certaine innocence, etc. Mais là aussi, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que les effets spéciaux sont extrêmement inégaux. Alors certes, on n'arrive pas au niveau de catastrophe que pouvait être le premier Jurassic World sur cet effet numérique, et il y a plusieurs séquences qui sont techniquement très jolies. Ça, c'est indiscutable. Sauf que, pour des séquences très jolies, il y en a aussi un paquet dont on a l'impression qu'elles n'ont pas été terminées. C'est d'autant plus rageant que le film a été repoussé longuement du fait de la crise sanitaire, et en fait, ce qu'on constate, c'est que ça n'a pas donné plus de temps aux gens pour travailler, ça a peut-être donné envie aux studios de se dire « oulala, ça va être très compliqué, on va avoir des surcoûts, marketing, etc. » Donc on va couper les coûts plus rapidement. Parce que techniquement, il y a des séquences, il y a des incrustations, mais qui sont atroces. Vous avez pu le remarquer si vous avez vu les bandes annonces, mais toutes les interactions des séquences dans la neige sont abominables, et il y a beaucoup d'autres moments. À Malte, notamment, il y a une grosse partie, enfin pas une grosse partie, il y a une grosse scène d'action qui se déroule à Malte, là aussi vous avez pu l'entreapercevoir dans les trailers. Il y a des approximations, il y a des problèmes, je veux dire, de netteté, de fluidité, d'insertion, de masse qui sont mais très embêtants. C'est vraiment un gros problème du film, ou en tout cas c'est quelque chose qui moi régulièrement me sort du plaisir que j'ai à voir cette avalanche de dinos. Quand il n'y a pas les dinosaures, je dors. Du coup, j'ai pas dormi, et c'était trop bien, il y a des dinosaures tout le temps. Quand quelqu'un fait un café, il y a un dinosaure dans le café. Quand quelqu'un marche, il y a un dinosaure qui court. Il y a des dinosaures partout. Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est comment on utilise ces dinosaures. Parce que le film veut être familial, parce qu'en gros l'idée, c'est que le spectateur moyen aujourd'hui, ce serait celui qui a découvert enfant Jurassic Park, et qui donc va amener ses propres mômes. Conséquence, il faut que ce soit un spectacle familial, il ne faut pas que ça fasse peur. Donc c'est bien simple, jamais les dinosaures ne sont une menace. Vraiment, dans ce film-là, pour avoir un problème avec un dinosaure, faut être méchant, cruel, le répéter tout le temps, et avoir été victime d'une grosse trépanation, quoi, parce que véritablement, on peut pas dire qu'il y ait grand monde qui se fasse boulotter, et on peut pas dire qu'il y ait la moindre surprise, la moindre tension générée par l'action des dinosaures. Alors moi j'avais un peu peur d'avoir peur, mais ce qui est trop bien, c'est que les dinosaures ils sont trop gentils, il a jamais de problème. Alors parfois ils font grrr, ils courent un peu, mais ils sont trop gentils. C'est tout bête, mais si Jurassic Park n'a évidemment jamais été un film d'horreur, c'est néanmoins un film de Steven Spielberg, le réalisateur entre autres des Dents de la Mer, et il maniait à merveille, et à la fois l'émerveillement et l'inquiétude. Il y a plein de moments dans le premier Jurassic Park où vraiment vous faisiez pas le malin, et vous aviez beau vous dire « ouais, je pense que ces vélociraptors ne vont pas manger des enfants devant moi », les dinosaures représentaient indiscutablement une menace. Ici, ça n'est jamais le cas. On a l'impression d'un espèce de manège où « ah, j'arrive dans un nouveau décor, ah, un dinosaure, ah, je cours, ouf, j'ai eu chaud ». En fait, ça enlève tout le sel, toute la puissance, tout l'intérêt de voir des grosses bêtes déboulonnées devant des personnages. Non, mais parce que c'est bien, parce que les dinosaures, c'est trop bien les dinosaures, ils vont pas manger les gens. Bon, ils mangent les méchants quand même, mais au moins ils laissent les gentils tranquilles, et ça c'est trop bien. Pourquoi est-ce que ça ne marche jamais avec les dinosaures? Eh bien, on en arrive au plus gros problème du film. C'est la mise en scène de Colin Trevorrow. Colin Trevorrow, c'est celui qui avait écrit et réalisé le premier Jurassic World, c'est celui qui n'avait fait que scénariser Jurassic World Fallen Kingdom, dont la mise en scène avait été confiée à Juan Antonio Bayona, peut-être pour ça que le film était beau au passage. Et bien donc il est de retour au poste de, je crois même de producteur, mais également donc de scénariste et de metteur en scène pour ce troisième volet, Jurassic World, le monde d'après. Et il y a un truc qui est frappant dès la première séquence du film, je dis bien la toute première séquence du film, c'est que Colin Trevorrow est incapable de penser la dramaturgie de sa scène. Alors, je vais vous raconter ce qu'est la première séquence, vraiment, c'est la toute première séquence du film, en plus on la voit dans la bande-annonce. Donc c'est pas un spoiler, il n'y a aucun enjeu scénaristique dans cette scène, c'est tout simplement un chalutier de pêcheurs en pleine mer qui se fait attaquer par un mosasaure, cet énorme dinosaure subaquatique, n'est-ce pas? Avant l'intervention du mosasaure, il doit se dérouler, sans déconner, 17 secondes. C'est-à-dire que Trevorrow n'essaye à aucun moment de faire monter la tension, le suspense, de jouer avec son décor. Non, il a un fond vert, un chalutier incrusté, un gros dinosaure qui arrive, il y a, bah oui, littéralement aucune montée émotionnelle, ça ne nous procure aucun sentiment, aucune émotion. Et c'est comme ça dans absolument toutes les séquences. Même quand il y a une bonne idée, même quand on se dit « ah, ça c'est malin, tiens, je suis curieux de voir comment ils vont le filmer », il est
toujours incapable de littéralement travailler une scène avec une entrée en matière, un développement, une surprise, une montée en puissance, une forme de, on va dire, de satisfaction pour le spectateur. Vraiment, c'est le pire dramaturge de tous les temps. C'est incroyable, on a l'impression que le type est incapable de scénographier ce qui se passe devant sa caméra. Ce qui est fou quand on a quand même des dinosaures et des personnages iconiques, on se dit bordel, c'est pas si compliqué que ça de travailler le gigantisme, de mettre dans le même plan mes personnages et mon dinosaure. Ça arrive tellement rarement dans le film. Pourtant, c'est le b.a.-ba quand on veut raconter une histoire où il y a des gros machins puis des petits machins, quoi. C'est une des bases du cinéma depuis plus d'un siècle. Il y a même des dimétrodons. Personne n'avait mis des dimétrodons dans un film avant. Et là, il y a des dimétrodons. Bon, ils tournent dans le noir, on les voit pas, mais il y en a. Colin Trevorrow n'est même pas foutu de mettre ça en place. Et pourquoi? Parce que, bien plus encore que Jurassic World, ce nouveau film, Le Monde d'après, se veut un quasi copier-coller, un remake en accéléré de Jurassic Park une fois qu'on arrive dans, je vous dis, dans cette zone close pour la deuxième moitié du film. Et là, c'est absolument tragique. Alors, j'ai déjà vu pas mal de gens sur les réseaux évoquer le fait qu'il y avait du fanservice. Et ce que j'adore, c'est que les scènes, c'est comme dans le film d'avant, dans le tout premier. C'est toutes les mêmes. Comme ça, c'est tout pareil, c'est comme si on voyait le premier, mais maintenant. Je me méfie un peu de cette expression parce que c'est un mot valise dans lequel on peut un peu tout mettre. Je dirais tout simplement qu'à chaque fois qu'il en a l'occasion, et le scénario lui donne cette occasion une bonne 50aine de fois, le film rejoue une scène de Jurassic Park. Mais vraiment, que ce soit des personnages qui doivent accomplir une action bien particulière, que ce soit la disposition d'une scène d'action, le film ne fait que conjuguer l'héritage de Jurassic Park. Le problème, c'est que Colin Trevorrow n'est pas Steven Spielberg, et donc il le fait mal. C'en est navrant, c'en est embarrassant, et surtout, je n'ai pas envie, 30 ans plus tard, de voir quelqu'un refaire Jurassic Park en moins bien, quand il nous a promis « Au moins ce sera l'apocalypse, il y aura des bêtes partout !» Et donc le film est invraisemblablement décevant, et enfin, quand on se mesure à un maître en termes de mise en scène et de narration comme Spielberg, alors qu'on est un gros naze, c'est d'autant plus voyant, c'est d'autant plus sensible, et c'est donc d'autant plus navrant. Ce qui fait qu'au final, le film n'a aucune chance de vous satisfaire. Et puis moi, ce que j'adore, c'est le monsieur qui a fait le film, Colin Trevorrow, et il fait toujours exprès de le faire moins bien qu'avant pour qu'on puisse continuer à aimer les films d'avant. Et au-delà de la promesse d'un spectacle sauvage dans lequel les dinos régneraient sur la Terre qui n'est pas tenu, ça pose aussi une autre question, c'est de voir à quel point le film loupe une occasion énorme dont vous pouvez logiquement penser qu'il allait s'emparer. Rappelez-vous, il y a bien longtemps, quand le film devait sortir, avant qu'il y ait une crise sanitaire, Universal avait dévoilé un court-métrage qui était fait pour nous faire un peu patienter et nous faire découvrir le potentiel du film, qui s'appelait Battle at Big Rock, dans lequel un allosaure attaquait des gens dans ce qu'on appelle un trailer park aux États-Unis, là où des gens qui ont peu de moyens en général vivent dans des mobile homes. Et il y avait un truc super intéressant, c'est que déjà, non seulement c'était spectaculaire, c'était pas trop mal troussé, les effets spéciaux étaient bien meilleurs que ce que vous verrez dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, mais surtout ça montrait un truc, c'est que si les dinosaures régnaient sur les États-Unis, les premières personnes à en souffrir seraient celles qui sont le plus précaires, celles qui souffrent le plus socio-économiquement. Et donc du coup, ça ouvrait l'opportunité à plein de discours assez intéressants et à toute une réflexion sur comment fonctionne un corps social quand certains de ses membres sont menacés. Et ce court-métrage semblait nous dire, on va causer de ça. C'était super prometteur. Et ça n'existe pas une seule seconde dans le film. Il y a des dinosaures qui courent, il y a des dinosaures qui grognent, il y a des dinosaures qui courent derrière des motos, il y a des dinosaures qui grognent derrière les motos, il y a même des dinosaures qui volent. Ça, c'est les dinosaures volants. Ça, ils sont bien, ils sont bien. C'est mes préférés. Non, c'est les autres, non. Ils sont tous bien, ils sont gros. Parce que c'est un film qui s'assoit sur son propre programme, c'est un film qui n'a finalement rien à proposer, c'est un film dont la position est extrêmement creuse, stérile, vulgaire, voire méprisante vis-à-vis du spectateur, mais aussi du spectacle originel dont il s'inspire. Et enfin, si vous êtes venu pour un gros dino fuckfest, je suis désolé, mais même celui-là manque énormément de sel et d'ampleur pour réussir à nous emporter. Tout simplement, Jurassic World, Le Monde d'après, c'est la preuve ultime qu'il faut empêcher Colin Trevorrow de faire des films. Peut-être aussi qu'il faut maintenant laisser la saga Jurassic Park se reposer, penser ses plaies, et enfin qu'on ne peut pas raconter une histoire sans maîtriser les bases de ce que c'est qu'une histoire, de ce que c'est que monter en puissance et nous raconter quelque chose. Bref, c'est terrible, moi j'ai vécu une espèce de dissonance cognitive incroyable pendant cette séance où à peu près toutes les 15 secondes je me dis « Oh, des dinosaures oh non, c'est nul, oh l'enfer !» Donc voilà, à vous de voir, si vous n'êtes là que pour vous mater une grosse tornade de dinos numériques, peut-être y trouverez-vous votre compte, mais la descente risque d'être assez dure.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de regarder le premier Jurassic Park, mais aussi de vous abonner à cette chaîne, de vous abonner sur YouTube, mais de vous abonner sur le site Écran Large, parce que vous pouvez en devenir un abonné premium. À quoi ça sert? Si vous en avez envie, et si vous en avez les moyens, ça vous permet de nous soutenir, moyennant quelques euros par mois, dans un abonnement. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et alors, de quoi vous bénéficierez? Déjà de notre respect, de notre gratitude éternelle, mais aussi d'articles bonus rien que pour vous. On fait 4 articles par semaine dans lesquels on revient sur des œuvres ou des artistes qui nous ont particulièrement marqués, qui ont été à notre sens pas assez reconnus, ou à l'inverse qui sont célébrés et sur lesquels on a envie d'écrire en profondeur. Pour vous donner un exemple, ces derniers jours, on a causé à nos abonnés premium de Double Impact, on a aussi parlé du Festin nu et également de La Maman et la Putain. Un programme varié, étonnant, multiple, paradoxal, dont on espère qu'il vous séduira et qu'il vous donnera envie de nous donner de l'argent beaucoup. À bientôt, on vous fait des gros bisous, on espère que vous allez trop bien et j'espère qu'un jour on se rencontrera pour parler des dinosaures. Kenavo les bouseux!